Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. Je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié d'enlever mon casque, c'est pas grave. Du coup, c'est le Texama Show 141, si je ne m'abuse. Semaine un petit peu lente au niveau news, forcément un petit peu, je pense que vous devez voir l'actualité. Beaucoup de ralentissements dans beaucoup de secteurs, justement. C'est un petit peu news tech d'ailleurs là-dessus, bon, très rapide, mais c'est le fait que oui, il y a des interrogations sur peut-être la sortie de certaines choses qui devaient sortir, notamment Nvidia qui devait sortir une nouvelle génération de cartes graphiques dans pas très longtemps, et apparemment ça a été un petit peu repoussé à cause de ce qui passe. Vous avez aussi certains événements comme le Computex et tout ça qui étaient retardés plus loin dans l'année. Donc notamment c'est un événement qui était à Taïwan, donc un grand salon de l'électronique. Donc ouais, forcément ouais, ça devient un petit peu plus lent. Toutefois, il y a quand même des trucs assez intéressants. Et ça, c'est tout simplement la sortie vraiment officielle maintenant des premiers ordinateurs portables avec les nouveaux processeurs Ryzen Mobile. On est vraiment à un moment où réellement, hein, je le dis vraiment ici, on va enfin avoir de la concurrence au niveau ordinateur portable. Ces nouveaux processeurs sont vraiment bons et offrent vraiment une véritable alternative à Intel. Et ça, c'est énorme pour ceux qui ne s'en rendent pas compte. Pourquoi? Parce que depuis 10 ans, même plus encore, depuis même, on va être très honnête, depuis l'existence des ordinateurs portables, il n'y a jamais eu vraiment de bons processeurs AMD sur ordinateur portable. Vraiment. Parce que la dernière fois que AMD était vraiment bon au niveau processeur, c'était un petit peu, on va dire, vers 2008-2010. Et à cette époque-là, les ordi portables, ils ne faisaient pas vraiment de processeur mobile AMD. Et avant ça, ils en faisaient quand même, mais ils n'étaient pas bons. Et avant ça, quand ils étaient aussi, encore une fois, à une époque où ils se débrouillaient plutôt bien AMD, à l'époque des Athlon et tout ça, les processeurs monocœur, encore une fois, les ordinateurs portables, c'était... Ouais, il n'y en avait pas beaucoup. Donc ouais, c'est la première fois, franchement, qu'on a des bons processeurs AMD sur ordi portable. Ça veut dire qu'enfin, enfin, Intel va devoir adapter ses prix. Ou en tout cas, on va avoir plus d'offres à différents prix et plus de concurrence. Donc ouais. Du coup, qu'est-ce que ça donne? On a, je vous rappelle, un petit peu vite fait niveau spec, nous avons le 4900H, c'est un Ryzen 9 qui sera le flagship. Il y a aussi quand même une version HS qui est encore un peu plus puissante en réalité. Enfin non, elle est un peu plus, elle consomme un petit peu moins, mais elle reste pratiquement aussi puissante. Donc vous avez le 4900H qui est Weaker 16 thread, 3,3 GHz sur les Weaker, hein, dans un ordi portable. Hein. Oui, hein. Et avec un boost à 4,4 GHz, il a aussi un GPU intégré, ce qui peut être pas mal, et une enveloppe thermique de 45 watts. Ce qu'il faut retenir, c'est que je rappelle, tous ces processeurs que je cite ici sont sur la dernière architecture d'AMD. C'est Zen 2 pour information, donc oui, ils sont en 4000 quelque chose. Donc vous pourriez vous dire, hey, 4000, c'est la nouvelle génération. Non, pas vraiment. C'est un petit peu. Ça porte un peu à confusion, mais c'est quand même Zen 2. C'est les mêmes processeurs que vous aurez dans la prochaine Xbox. C'est le même genre de processeur que vous pouvez acheter avec le 3700X, le 3900X et tout ça. Du coup, le gros flagship, c'est le 4800H, le 4900H. Vous avez aussi le 4800H, qui est aussi un Weaker 16 thread, 2,9 GHz, un peu moins de boost aussi, et un GPU légèrement puissant, moins puissant. Vous avez aussi le Ryzen 5, qui à mon avis va être une vedette vraiment. C'est un Seeker 12 thread, 3 GHz, 4 GHz de boost. Il a une excellente fréquence, un excellent boost. Pour information, il a une meilleure fréquence. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur mon nouveau ordi portable et j'ai un Core i7 9750H. C'est aussi un Seeker et il n'a pas une aussi bonne fréquence, c'est pour dire. Et puis encore enveloppe thermique de 45 watts et tout ça. Et puis vous avez version HS qui elles sont encore plus efficaces au niveau consommation. Ils ont un TDP de 35 watts. Et puis aussi des versions U qui elles ont moins de cœur encore mais qui sont plus efficaces au niveau énergie. Du coup, il y a des reviews qui sont sortis et c'est ça le plus intéressant. On a enfin ce qu'on voulait le plus, c'est les chiffres de performance de ces nouveaux processeurs. Donc il y a pas mal de reviews, je vous invite à aller voir un petit peu. Une que j'aime beaucoup, c'est celle d'Hardware Unbox. Vous allez remarquer que la plupart des gens ont exactement le même ordi portable à review. C'est l'Asus ROG Zephyrus G14. Genre, basiquement, tout le monde l'a. Il y a quand même il y a ExpressView, c'est un site chinois qui a testé la version TUF aussi, enfin, la version TUF d'Asus. Vous avez aussi Tech Tester, c'est en anglais d'ailleurs, malgré le drapeau des Pays-Bas.
c'est bien en anglais, et elle a testé le MSI Bravo 17. Vous avez aussi Lab 501 qui a testé plus d'ordi portables, comme vous pouvez voir. Eux, ils ont même testé des versions U, donc les versions basse consommation, ça c'est plutôt intéressant. Et puis aussi le fameux TUF, encore une fois. Donc ouais, il y a moyen de voir là-dessus. J'irai voir certainement après. Mais bon, il y a une très bonne review d'Hardware Unbox notamment, que je vous recommande vraiment d'aller suivre. Et ça, c'est un autre truc qu'on va parler après d'ailleurs. Et du coup, niveau performance, c'est monstrueux. C'est franchement monstrueux. Donc là, on va prendre... Vous avez, bon, 7-zip, c'est pas le truc le plus forcément réaliste. Juste un petit Cinebench, ouais. Le bon vieux petit Cinebench. Le Ryzen 9 4900 HS. Pas le H, hein. La version 35 watts, celle qui est un petit peu moins puissante techniquement, fait un score dans Cinebench R20. Vous pouvez le faire tourner sur votre PC, c'est un programme gratuit. Il fait un score de 4104 points. 4104 points. C'est 400 points de plus que le Core i9 9880H, qui est un processeur, je vous le rappelle, d'ordi portable, qui est overclockable, enfin la version HQ en tout cas, mais c'est un processeur qui monte jusqu'à 90 watts. C'est genre... C'est un énorme processeur. Enfin, c'était pas le processeur que vous mettiez dans les petits ordi portables. C'était dans les tout gros 17 pouces bien refroidis. Il le bat de 400 points. Le 9880H, version non 90 watts, lui, 1000 points dans la face, 1100 points dans la face même. Justement, le 9750H, qui est un processeur très populaire dans la plupart des ordi portables, genre vers 1000, 2000 euros. Juste, voilà, 2545 points. Donc, il se prend 1500 points dans les dents. Et c'est juste monstrueux, vraiment. Et juste les autres, voilà. Et je vous rappelle, l'ancien haut de gamme d'AMD au niveau ordinateur portable, jusqu'à maintenant, c'était le 3750H, qui est un 4 cœurs, je vous rappelle. Et lui avait un score de 1602 points. Voilà, je vous le dis, on n'est plus... Voilà, AMD a retiré les gants, c'est fini. Maintenant, on a vraiment une offre très sérieuse au niveau portable. Alors, ils ont fait des tests dans les jeux, mais le problème, c'est que ce modèle-là, d'ordi portable qu'ils ont testé, c'est le G14, comme j'ai dit, des Zephyrus G14 d'Asus. C'est un modèle ultra portable et il a une 2060, une RTX 2060 Max-Q. Donc, c'est une version... qui a une plus petite enveloppe thermique pour chauffer moins, et du coup, ben, elle n'a pas les mêmes fréquences que la 2060 normale et tout ça. Donc c'est pas encore, pour le moment, on n'a pas encore deux ordi portables avec la même carte graphique pour comparer vraiment. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais oui, on peut pas vraiment encore, pour le moment, comparer à fond. Mais il y a quand même des trucs qu'on peut voir, que notamment dans Cinebench R20, le score single core est quand même très bon chez AMD, meilleur même que la plupart des autres ordi portables. Et dans les jeux quand même qu'ils ont pu tester, ce qu'on voit en fait, c'est Hardware Unbox, ils n'ont pas trop testé de jeu en vrai, si je me souviens bien. Ils en ont testé quelques-uns, mais vite fait. Mais ça, non, ils ont testé le GPU intégré. Donc s'il y en a qui voudraient être en mode, hey, j'ai envie de jouer avec la carte graphique intégrée au processeur pour utiliser moins de batterie, dites-vous qu'elle est potable dans certains jeux. Genre vraiment, vous pouvez par exemple voilà, faire dans GTA V en low détail 1080p, vous pouvez quand même faire du 60 fps avec ce chipset graphique intégré. Donc c'est plutôt honnête hein, si vous voulez jouer sur batterie et que genre vous voulez pas utiliser la grosse carte graphique. Mais bon, c'est pas selon moi le point le plus important avec ces ordi portables. Il y a d'autres reviews qui sont sortis qui vous montrent plus de tests de jeu, mais encore une fois, les tests de jeu sont pas pour le moment très intéressants parce qu'on n'a pas encore deux ordi portables très similaires avec juste le processeur qui change en gros. Donc ouais, il faudra attendre d'en avoir plus sur le marché. Bah, notamment, il y a le TUF là, ce fameux TUF, le A15 là, qui devrait être plutôt intéressant à mon avis. Je me demande justement sur ah oui, c'est un site, je ne sais pas la langue, mais je ne parle pas cette langue. Donc ils ont le 4600A, justement, c'est celui qui m'intéressait. Une 1660 Ti et une 2060 qu'ils ont. Ok. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas le plus représentatif parce que, ouais, il nous faudrait une version avec la même carte graphique qu'un ordinateur portable Intel. Et genre le même genre de châssis aussi, comme ça on peut vraiment tester. Mais ouais, c'est assez monstrueux. Pour ceux du coup maintenant qui pourraient se demander, ok, est-ce qu'il y a des sacrifices à ce niveau-là? Par exemple, est-ce que la batterie est mauvaise? Même pas en fait, non. Même la batterie est plutôt bonne si vous regardez les différentes reviews. Le seul désavantage qu'a un petit peu AMD des fois, c'est quand vous faites rien sur le bureau, et c'était ce qu'ils avaient montré dans leur graphe,
là quelques semaines. Quand vous faites rien sur le bureau, il utilise un petit peu plus d'énergie. Donc ouais. Mais si vous commencez à faire des tâches réellement, jouer à des jeux ou autre chose, il consomme réellement moins d'énergie que l'alternative Intel en fait. Et c'est assez incroyable. Et le point le plus important, c'est les prix. Parce que vous dites, ok, les performances sont bonnes. Ouais, mais est-ce que ça consomme pas trop? Non, ça a l'air d'aller. Ça va même très bien. C'est pas aussi bon, comme j'ai dit, genre sur le bureau quand vous faites rien, mais qui fait ça. Mais par contre, c'est très bon quand vous êtes en charge de tout ça, c'est même plus efficace. Parce que comme vous avez plus de performance, vous complétez une tâche plus vite. Si vous la complétez plus vite, c'est moins de batterie que vous allez utiliser sur le long terme. Surtout que l'enveloppe thermique est la même que chez Intel ici. Hein. Du coup, pas de problème de ce niveau-là. Donc le dernier truc que vous pourriez dire, ok, on va le payer cher. Non, même pas. Le G14, le Zephyrus G14, au Canada, c'était un prix qu'on voyait, et aussi en Australie. Et apparemment, il est vers 1500 $. Donc, je vous rappelle, c'est pas les dollars américains, c'est les dollars canadiens ou australiens, parce qu'il était au même prix en réalité au Canada et en Australie. Et 1500 $, genre, c'est pas cher. Aux États-Unis, il va être aussi bien à 1300 ou même 1200 $, cet ordi portable en particulier. En mon avis, il sera quand même un peu plus cher, mais pour information, c'est le modèle avec un 4900 HS, une RTX 2060. Genre, c'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Et ouais, on devra attendre de voir plus d'ordi portables qui vont sortir. Ils vont certainement être à peu près... Ils vont pas faire des énormes réductions de prix, mais ils vont être pas loin et surtout en dessous du prix des ordi portables Intel. Et ça, c'est vraiment cool. Si vous êtes en mode « Ah, il me fallait un nouveau ordi portable », vous avez enfin du choix. Parce que jusqu'à maintenant, le choix pour les ordi portables, jusqu'à maintenant, c'était le choix entre les différentes marques. Vous ne choisissiez pas votre processeur, parce que tout le monde avait le même processeur. Ce que vous choisissiez, c'était la marque, c'est tout. Maintenant, vous avez le choix de la marque et aussi le choix du processeur. Et ça, c'est quand même vraiment bien. Mais le truc qui va, à mon avis, qu'on va certainement retenir, c'est que Intel aura certainement toujours un avantage au niveau de certains jeux, surtout qui demandent beaucoup de fréquences, monocœur et tout ça. Dans certains jeux, par contre, bien optimisés, on devra avoir une situation assez intéressante où AMD sera certainement un petit peu au-dessus. Et en tâches, par contre, en tâches genre encodage vidéo et tout ça, à part si vous êtes sur Premiere qui utilise QuickSync, qui est c'est une technologie Intel parce que ça utilise le GPU Intel pour accélérer l'encodage, à moins que vous soyez sur Premiere, tous les programmes de montage et tout ça profitent beaucoup plus de ces nouveaux processeurs. Donc ouais. Franchement, j'attendais, comme j'avais dit, j'attendais la sortie pour voir si c'était confirmé tout ça. Mais là, maintenant que c'est confirmé, c'est vraiment cool. C'est vraiment génial. On est vraiment selon moi, à une époque assez importante pour ceux qui aiment bien les ordi portables. Vous avez enfin du choix. Maintenant, il nous manquerait juste des bonnes cartes graphiques mobiles AMD. Et là, on aurait encore plus de choix. Parce que le truc, franchement, quand vous achetez un ordi portable, quand vous achetiez plutôt un ordi portable, parce que maintenant ça va changer, voilà quelques temps, le truc, c'est les deux pièces que vous payez le plus, c'était le processeur et la carte graphique. Le reste, c'était rien à côté. Le gros du prix de n'importe quel ordi portable, vraiment, même encore à l'actuel, vous regardez, c'est le processeur et la carte graphique. Pourquoi? Parce qu'Intel et Nvidia n'ont aucune concurrence, donc sinon ils sont en mode « Hey, on va juste charger le plus gros prix qu'on peut et fuck le reste. » Donc ouais. Et je peux vous jurer que Intel se priait pas sur les ordi portables. Vraiment pas. Donc là, voilà. Enfin de la concurrence, j'ai envie de dire. Du coup, j'ai pas d'exemplaire de test pour le moment. Je vais essayer d'en avoir un. J'aimerais notamment le TUF qui m'intéresserait bien, peut-être d'Asus, parce que c'est le modèle qui sera le moins cher, certainement. C'est souvent parmi les moins chers, les TUF. Du coup, ouais, je suis très intéressé de voir ce que ça va donner. Mais ouais, pour le moment, aussi pour le moment, on a surtout le ROG Zephyrus, comme j'ai dit, qui est assez intéressant, mais bon, voir 300 000 reviews du même ordi portable, voilà. Moi, ce que j'attends de voir, c'est les autres ordi portables de la gamme autre chose. Il y a aussi ce Lenovo IdeaPad, il y a ma barbe qui me gratte, je dois aller me raser, je sais, je dois aller me raser. C'est le confinement, ok? Et du coup, ce Lenovo là, ça doit être aussi assez intéressant parce que, bon, je ne comprends pas du tout la langue qui est écrite là, mais les graphiques, je sais lire. Et visiblement, ouais, il y a des trucs très bons là-dedans. Il y a des trucs très, 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 très bons. Ouais. Ensuite, autre news, c'est qu'évidemment, Intel avait une nouvelle génération qui allait sortir, notamment aussi sur ordi portable. Et justement, ben, c'était Comet Lake Edge. Comet Lake Edge. Comet Lake H, plutôt. Et du coup, c'est les Core i9 10980HQ.
C'est la version overclockable, celle-là. Vous avez le 10875 maintenant, what the fuck, H, qui est du coup un petit peu le techniquement remplaçant du 9750H, donc il gagne 2 cœurs pour information. Vous avez le i7 10850, qui lui est un seeker 12 threads, qui lui est réellement plus le remplaçant du 9750H d'un point de vue pur spec. Mais à mon avis, ils vont adapter leur prix, forcément. Je pense que vous en doutez bien, vu l'actualité. Puis vous avez un autre i7, encore en seeker 12 threads, et puis les Core i5 en 4 cœurs 8 threads. Et comme vous pouvez le voir, Intel a toujours l'avantage du turbo par rapport à AMD, mais la fréquence de base est juste beaucoup plus basse. Genre le modèle Weaker ici, même le modèle overclockable, il est à 2,4 GHz de base. En 45 watts. C'est beaucoup plus bas qu'AMD qui a 3,3 GHz de base. Donc ouais, ce sera intéressant de voir ce que ça va donner. Évidemment, tous les chiffres de test actuels, je reparle sur justement les processeurs AMD qui sont sortis, sont face aux processeurs mobiles Intel qui sont sortis déjà avant. Donc c'est les 9750H et tout ça. Il faut le tenir compte. On l'a vu dans les graphiques. Mais soyons honnêtes, le truc, ça a déjà été prouvé plusieurs fois par le passé. Cette nouvelle génération d'Intel est juste une petite amélioration. Donc oui, ils vont rattraper un petit peu la différence, mais ça va pas être incroyable. Donc ne vous attendez pas à des énormes trucs. Il faudra voir évidemment les tests. Et ça va être très intéressant. Moi, ce que j'aimerais, c'est juste un test de ce 10870, peu importe le nom. Celui-là, face à l'offre d'AMD, qui est à peu près au même prix, même carte graphique, j'ai envie de voir ce que ça donne, vous voyez. Donc ouais, dans tous les cas, si vous êtes dans le marché pour un ordi portable, et que vous en avez acheté un parce que c'était, vu toute l'actualité qui se passe, pour travailler à la maison, je suis désolé pour vous, parce que maintenant, il y a genre beaucoup plus de choix. Mais voilà. Ensuite, autre news, parce qu'évidemment, on n'arrête pas là au niveau ordi portable, c'est la semaine des ordi portables. Hein. Il y a les seules news qu'il y a en ce moment, c'est juste les ordi portables. Donc voilà, je tiens à le préciser. Du coup, vous avez MSI qui met en pré-order, donc en précommande, les GS66, il y en a différents. Donc vous avez des modèles avec justement les gros Core i9 qu'on a vu annoncer juste avant. Donc overclockable et tout ça. Vous avez du coup une version avec des nouvelles cartes graphiques d'NVIDIA, et c'est ça la grosse news ici, c'est que NVIDIA va sortir des versions super de ces cartes graphiques sur ordi portable. Donc vous allez avoir, normalement, il y a une 2080 Super, une 2070 Super, et normalement aussi une 2060 Super, normalement, si tout va bien. Et donc oui, déjà, le truc que vous allez le voir, c'est que, bonjour la confusion, vous avez des 2080 Super, vous avez des 2080 Super Max Q aussi, qui est la version qui consomme moins. Mais du coup, ça devient vraiment genre, c'est, oui, j'ai une RTX 2080 Super Max Q édition premium. Enfin bref. Voilà. Et je vous aime bien Nvidia, mais des fois, vous devrez arrêter avec les noms. C'est juste arrêter. Bref. Ce qui est assez intéressant du coup, oui, c'est qu'on va avoir une petite upgrade niveau performance des cartes graphiques. Ne vous attendez pas à un truc d'incroyable, surtout pour la 2080. Même si techniquement ça repousse le haut de gamme ici, parce que la 2080, il n'y a pas de 2080 Ti dans les ordi portables. Donc c'était déjà le haut de gamme, donc il augmente. Je pense que la plus intéressante va être certainement la 2070 Super, parce que la 2070 Super sur PC fixe est plutôt intéressante par rapport à la 2080 et la 2080 Super. Mais bon. Et il faudra voir aussi s'il y a une 2060 Super. Vous avez du coup des écrans 300 Hz dans ces ordi portables. Oui, 300 Hz. Si vous étiez en mode, hey, j'ai un écran 240 Hz ou un écran 144 Hz, mais c'est pas assez. Mais voilà, 300 Hz. Je sais pas à quoi ça servira parce que ça devient un petit peu trop haut selon moi, mais oui, si vous aimez ça, voilà. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette news. C'est globalement, oui, les versions super des cartes graphiques de Nvidia de la génération actuelle arrivent aussi sur ordi portable. Et ça devrait aussi donner l'arrivée de plutôt beaux ordi portables pour information. Donc certainement avec les derniers processeurs Intel et AMD en weaker avec des bonnes 2060, 2070 ou 2080 Super. Là, ça devrait vous donner des très bonnes performances. Et certainement aussi, vu que Intel et maintenant AMD vont se faire la guéguerre au niveau ordi portable, ça devrait aussi vous donner plus de choix et des meilleurs prix. Donc ça, c'est cool pour tout le monde. Un rapport, encore une fois, avec les ordi portables, mais vous avez
Donc Clevo, pour information, c'est un fabricant de châssis d'ordinateurs. Donc ils font des châslis pour tout le monde, notamment LDLC utilise des châssis Clevo pour ceux qui se demandent. Vous avez aussi XMG qui les utilise, vous avez aussi Eurocom, et puis pas de mal d'autres fabricants. Donc c'est des châssis préfaits, tout ça, ils mettent juste leurs pièces qu'ils veulent dedans, quoi. Et c'est des châssis plutôt bien conçus. Franchement, c'est pas les plus beaux, parce qu'ils sont très succincts, vous voyez, ils sont très genre simples, mais ils sont très bons au niveau performance. Et du coup, ben, Clevo s'est amusé, et comme d'habitude, hein, ils le font souvent, ils sont amusés à designer un ordi transportable, on va dire, avec, vous ne rêvez pas, un 3950X. Donc ouais, vous pouvez être en mode, hey, juste les derniers processeurs mobiles qui sont sortis là, pas besoin, il me faut plus, il me faut plus. Et vous pouvez prendre une version avec un 16 cœurs, 32 threads, à certainement la fréquence de base aussi, donc 3,7, non, c'est 3,5 GHz, oui, 3950X. Donc oui, vous pouvez juste avoir un monstre de performance. 32 Go de RAM, 1 Tera de NVMe, et puis aussi une petite RTX 2070. Pas une RTX 2070 mobile, hein, une full RTX 2070 évidemment. Enfin, c'est une version mobile quand même, mais c'est pas une version Max-Q ou autre chose. Ça porte vraiment en confusion, les trucs de Nvidia là. Et ouais, vous avez aussi une version, ça c'est plus intéressant, avec un Ryzen 5 3600 qui coûte au final 1300 €. Ça va encore pour un ordi portable, franchement. Mais ouais, on peut le voir d'ailleurs. J'avais pas été voir encore sur le site. Voilà, ouais, il est là. Le XMG, bon, c'est en néerlandais ou en allemand, je ne sais plus. Ik ben Aurélien, c'est tout ce que je sais dire. Voilà, bref, ça arrive bientôt. Ça peut être intéressant en vrai. Du coup, d'ailleurs, pour information, c'est des processeurs qui sont en socket. En socket. Donc, ça veut dire que vous pouvez les changer. Vous pouvez ouvrir l'ordi portable et mettre un 3700X dedans. Bon, il faut s'assurer que le refroidissement suive, mais vous pouvez le faire. Donc, ouais. Dans tous les cas, c'est plutôt cool. Mais c'est pas pour tout le monde. Soyons honnêtes, c'est clairement pas pour tout le monde. N'attendez pas à avoir de la bonne batterie avec ça. C'est des ordi portables pour ceux qui veulent genre beaucoup de puissance transportable. Pas des gens qui veulent beaucoup de puissance en ordi portable. C'est plus vous le déplacez d'un point A à un point B. Et voilà, vous avez l'écran intégré, le clavier intégré, c'est pratique. Mais c'est tout. Et regardez juste l'épaisseur de ce truc-là, il va peser 3 tonnes. Regardez l'épaisseur, quoi. On peut d'ailleurs voir, il y a un ventilateur là, un ventilateur là. Vu l'épaisseur, à mon avis, il y a beaucoup de métal là-dedans pour refroidir. Autre news, on passe un petit peu d'un domaine totalement différent, mais on est toujours au niveau un peu portable, mais plus téléphone portable. Vous avez Huawei qui a lancé son P40 Pro, que je vous rappelle n'a toujours pas les services Google, du coup, vu qu'ils sont toujours techniquement bannis de les utiliser. Du coup, ça devient vraiment bizarre. Bon, le Mate 30 Pro, lui aussi, était déjà sorti sans les services Google. Mais la gamme P est vraiment, en temps normal, leur gamme vraiment performante. Le Mate, c'est plus le téléphone ultime, mais plus classique, alors que là, c'est vraiment performance, d'où le P. Et oui, c'est le premier de la gamme P qui sort sans les services Google. Pour information, il y a même Xiaomi qui est repassé devant Huawei au niveau vente ces derniers temps, donc c'est pour dire. Mais malgré ça, ils continuent de vendre pas mal de téléphones portables. Et donc, il y a des trucs intéressants avec ce téléphone portable. Notamment, ben, bon, ils ont cette notch, enfin ce trou dans l'écran pour mettre 2 caméras là en face. Moi, je suis vraiment pas fan de ça. Une caméra, ça suffit à l'avant. Il n'y a pas besoin d'en avoir 300 000, soyons honnêtes. Mais non, les trucs les plus intéressants avec ce téléphone, c'est surtout ben, le setup caméra. Vous avez les habituels grand angle, ultra grand angle et téléphoto. Mais les specs ont été un petit peu améliorés. Alors, on n'est pas au niveau de justement ce que fait Samsung avec son Galaxy S20 Ultra. Donc, vous n'avez pas un capteur de 108 mégapixels. Eux, ils ont un capteur de seulement 56 mégapixels, si je me souviens bien exactement. Et c'est le capteur principal, donc c'est le capteur grand angle, mais enfin, c'est plus angle normal pour un téléphone portable, hein. Et ce qui est assez intéressant, du coup, c'est qu'ils peuvent déjà faire du 8K. Donc voilà. Tout comme justement Samsung. Mais aussi, c'est que c'est un énorme capteur. C'est un assez grand capteur. Pour info, les capteurs des téléphones portables sont pas très grands. Vous avez aussi, du coup, si on
si on part du capteur le plus petit, hein. Donc les capteurs de téléphone portable, c'est toujours très petit. Celui du Galaxy S20 Ultra est un peu plus grand. Celui de 108 mégapixels, il est vraiment un peu plus grand. Au point même que ça vous donne de la meilleure profondeur de champ et tout ça. Naturellement, du flou hein, d'arrière-plan. Ça, c'est plus le capteur est grand, plus vous avez de flou d'arrière-plan. Parce que la plage de focus devient de plus en plus réduite. Donc, par exemple, avec ce truc-là, je vais en parler. Donc, vous avez téléphone portable, puis vous avez le Galaxy S20 Ultra qui a un capteur un peu plus grand. Le Huawei P40 en a encore un plus grand, donc oui. Et puis après, vous avez par exemple les webcams. Donc, par exemple, là, c'est la Streamcam de chez Logitech. Une review qui arrive sur la chaîne d'ailleurs. Ça, c'est encore un peu plus grand. Vous avez aussi les GoPro qui sont à peu près à ce stade-là. Il me semble que les GoPro sont à peu près au niveau de taille de webcam, peut-être même un peu plus petit. Puis après, vous avez... vous devez avoir pas mal de trucs entre temps, mais je donne les principaux ici. Vous avez des caméras comme ça. Donc ça, c'est un Lumix G7. Donc ça, c'est du micro 4 tiers, pour information. Donc c'est parmi les plus petits appareils photo que vous pouvez acheter. Et ils ont un capteur qui est beaucoup plus grand forcément qu'un téléphone portable, mais qui reste relativement raisonnable. Puis après, vous avez les capteurs APS-C. Donc ça, c'est les capteurs, par exemple, sur tous les mirrorless de chez Sony, les Sony A3000, A6000 plutôt, et tout ça. Et puis après, vous avez le full frame. Et là, c'est genre, c'est des capteurs, genre, le capteur full frame est plus gros que tout le module caméra du Huawei P40 ici. Et là, c'est, ouais. Et puis vous avez encore d'autres capteurs après, mais là, ça devient juste... On va même pas en parler, ça devient juste abusé. Du coup, pour en venir à ce que je voulais dire à la base, plus le capteur est grand, plus vous avez un meilleur fond flou, hein, c'est génial. Mais aussi, ça veut dire que la plage de focus est plus difficile à jauger, on va dire. L'avantage d'un appareil photo comme ça, c'est que je peux régler l'aperture. L'aperture, c'est la quantité de lumière que vous allez laisser aller jusqu'au capteur. Et ça permet aussi de diriger plus la lumière sur le capteur. Et en gros, plus l'aperture est grand, moins vous laissez de lumière rentrer. Oui, c'est un peu particulier. Et du coup, ben, ça vous permet d'avoir de mieux focus plus de choses. Donc, par exemple, si vous prenez un paysage en photo, vous mettez un aperture plus grand. Comme ça, vous pouvez prendre plus de choses en focus. Si par contre, vous prenez un portrait pour que la personne soit floue et tout ça, vous allez mettre un aperture plus bas. C'est-à-dire que vous allez laisser rentrer plus de lumière, avoir plus de flou. Mais vous ne devez pas le mettre trop bas. Pourquoi? Parce que des fois, vous allez avoir le nez en focus, mais peut-être pas les yeux. Ou alors, vous allez avoir les yeux en focus, mais pas le nez. Et ça devient un peu bizarre. Eh bien, le Huawei P40, et ça a été le cas dans les reviews, a le même problème que le Samsung Galaxy S20 Ultra, c'est que le capteur est tellement grand, mais comme l'aperture est fixe, vous ne pouvez pas le changer. Il est au plus bas possible en permanence, donc c'est 1.6 il me semble sur ce capteur-là. Eh bien, vous avez des problèmes des mini-problèmes de focus si vous êtes très près d'un sujet. Donc, par exemple, vous allez prendre en photo, je sais pas moi, une souris. Eh bien, le début de la souris va être en focus et puis l'arrière de la souris va être flou. Et ça devient un problème en fait. Samsung avait une solution à ce problème pour information. Ils avaient un aperture variable, c'est-à-dire qu'ils avaient un petit truc où ils pouvaient changer l'aperture du capteur en direct. Et du coup, ils avaient deux apertures possibles, enfin deux, on va dire, réglages possibles. Ils avaient le full, genre, plus de lumière possible. Et ils avaient une version avec un peu moins de lumière et du coup, mieux focus. Et pour information, même Samsung l'a retiré du Galaxy S20 Ultra. Il n'y a pas ça dans le Galaxy S20 même tout court. Et Huawei, évidemment, n'en a pas non plus. Donc, ouais. Je voulais juste en parler parce que je trouve ça assez intéressant de se dire que des fois, mettre un meilleur capteur, ben, c'est peut-être pas toujours la meilleure solution. Il faut prévoir des trucs derrière. Donc, ouais. Par contre, comparé au Galaxy S20 Ultra, il a un meilleur autofocus. Même l'autofocus est très bon. Le Galaxy S20 Ultra a des problèmes d'autofocus à cause de son capteur trop gros, par exemple. Et ouais, c'est à peu près tout. Mais c'est assez intéressant comme téléphone, même si évidemment pas de service Google et tout ça, et puis il coûte très cher, hein, soyons honnêtes. Il y a des trucs très intéressants. C'est une vision du futur pour ce que ce sera, les téléphones portables qui coûteront 300 euros d'ici même pas 2 ans, hein, soyons honnêtes, hein, ça va très vite. C'est encourageant, je dis moi, parce qu'il y a des trucs très intéressants. Et ce triple capteur photo, et le dernier, c'est juste un truc radar, enfin un truc laser, pour information, si je me souviens bien, juste pour focus mieux. Et ces capteurs photo sont juste très intéressants en fait. Et on le verra certainement sur plus de téléphones moyen de gamme dans le futur. Et ouais, mais juste tenez-en compte,
il y a un petit problème justement avec l'aperture de ces téléphones portables qui, malgré le fait qu'ils soient ultra haut de gamme, souffrent d'un problème plutôt facilement fixable parce que Samsung y est arrivé et ils ont retiré le fixe, je comprends pas. Bref, dans tous les cas, ouais, c'est plutôt intéressant. Alors, il y a d'autres news encore en réalité cette semaine-ci, mais selon moi, il y en avait beaucoup. Il y a eu d'autres annonces de téléphones portables et tout ça. Mais ça reste assez calme comme semaine. Vous avez évidemment toutes les news, encore une fois, sur tout ce qui se passe dans l'actualité dans le monde. Il y avait quand même des sujets intéressants, c'est la créativité et surtout l'ingéniosité de certaines personnes pour créer par exemple des masques respiratoires et tout ça. Ça, c'était très intéressant, notamment le fait de faire des masques respiratoires avec des masques de plongée et fabriquer une valve en 3D avec des imprimantes 3D pour brancher un respirateur directement dessus. Donc ça, c'était très intéressant. Vous avez aussi des gens très créatifs au niveau de créer des masques, par exemple. Vous avez des gens très créatifs pour créer pas des masques, mais plus des plaques de protection. Par exemple, mettre une plaque en plexiglas devant le visage des gens pour protéger juste quelqu'un qui postillonnerait, par exemple. Et ouais, franchement, il y a des gens très créatifs, très ingénieux. C'est vraiment intéressant de voir ce que certaines personnes sont prêtes à faire. Vous avez aussi certaines sociétés qui commencent à fabriquer des trucs comme ça pour justement aider, notamment des entreprises qui font des parfums ou de l'alcool, qui commencent à fabriquer du gel hydroalcoolique pour justement se laver les mains. Vous avez aussi des compagnies plutôt qui fabriquent des trucs en rapport avec des respirateurs, qui fabriquent des respirateurs justement. Donc ouais, c'est cool de voir tout ça, de voir un peu cette solidarité et aussi cette ingéniosité de juste détourner des trucs et les transformer pour que ce soit vraiment utile. Je trouve ça vraiment intéressant. Euh, mais bon, je ne vais pas parler plus personnellement de ce genre d'actualité. Je pense que vous êtes déjà assez bombardés. Moi, ici, je vais me concentrer sur tout ce qui est technologique, évidemment, informatique. C'est la chaîne Texama. Mais je voulais juste parler de juste l'ingéniosité des gens qui, franchement, moi, je trouve remarquable. Sinon, petite news de chaîne très rapide avant qu'on en finisse. J'avais des vidéos prévues de sortie, mais je vais peut-être rediriger vers des autres vidéos, notamment peut-être plus des tutos sur comment faire certaines choses, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont coincés à la maison, donc j'aimerais vous donner la possibilité, par exemple, de faire des trucs qui des fois demandent un peu plus de temps, et qui du coup vont vous occuper tout simplement. Donc notamment, je voulais faire le tuto sur comment mettre Linux sur une clé USB, comme ça vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur ou autre chose, ou même l'installer justement sur votre ordinateur. Ça, c'est une vidéo assez intéressante. Je fais juste attention de bien la faire parce que l'un des problèmes que je veux qu'il soit très clair, c'est que je ne veux pas que quelqu'un installe sans faire exprès Linux par-dessus son installation Windows, parce que je sais que quelqu'un serait incapable de le faire. Donc, dans cette vidéo, je vais surtout montrer comment le faire sur un ordi portable qui traînerait là, ou un vieux ordi, vous voyez, pour le remettre en état, on va dire. Ou alors, le truc que je conseillerais, c'est d'avoir un deuxième disque dur, un deuxième SSD totalement différent. Il n'y a pas Windows dessus et vous l'installez là-dessus. Un truc que vous pouvez même faire, bon, c'est un peu plus overkill, mais vous pouvez carrément débrancher le disque dur Windows et brancher juste le disque dur fait pour Linux. Et là, vous êtes vraiment sûr, mais là, ce serait un peu paranoïaque. Mais une chose est sûre, ouais, je vais faire une grosse mise en garde sur cette vidéo-là. Si vous avez des conseils pour cette vidéo-là, des trucs que vous pensez, je parle aux experts Linux, qu'est-ce que vous pensez que je devrais éviter comme sujet? Qu'est-ce que je devrais en particulier parler comme sujet pour cette vidéo-là? N'hésitez pas à me dire, je suis tout réceptif, on va dire. En tout cas, ouais, cette vidéo-là va arriver parce que je veux donner une possibilité aux gens de s'occuper pendant ce temps-là. Et tester Linux, je pense que c'est une bonne façon de s'occuper. Mais ouais, j'aurai d'autres vidéos aussi de toute manière. Ne vous inquiétez pas, des reviews et tout ça. Bref, merci à tous d'avoir regardé ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain Texama Show et je vous dis au revoir. Je sais pas pourquoi je parle aussi vite. Au revoir.